Merci d'être venus nombreux, très nombreux, pour écouter la conférence de M. Bernard Chazelle, consacrée donc à Alan Turing. Cette conférence donc s'inscrit dans un cycle, un texte d'un mathématicien, qui est le fruit d'une collaboration entre la Société mathématique de France et la Bibliothèque nationale de France, et qui en est à sa 10e édition cette année. Avant de laisser la parole à Martin Andler, qui va vous présenter plus longuement le conférencier de ce soir, je souhaitais également saluer nos partenaires sur cette manifestation, donc partenaires qui sont la région Île-de-France, France Culture, Animat et la revue Tangente. Voilà, il me reste à vous souhaiter à nouveau une très très bonne conférence et une très belle soirée. Merci. Donc, je vais d'abord saluer les lycées qui sont présents ici et leurs professeurs qui les ont amenés, donc amener les élèves, le lycée Jean Jaurès, le lycée Jeanne d'Albret, le lycée Racine, le lycée Henri Matisse, le lycée Paul Langevin, Bossuet Notre-Dame et le lycée Louis le Grand. Donc, merci à vous tous d'être là pour écouter cette conférence. Donc, Bernard Chazelle, qui est le conférencier, est français, comme vous allez le constater. Il est professeur à l'université Princeton aux États-Unis en informatique, professeur d'informatique. Il va nous parler d'Alan Turing. Je ne résiste pas quand même à dire ou à citer une phrase d'Einstein. Quand Valérie a discuté avec Einstein en lui disant « Maître, quand vous avez des idées, est-ce que vous les notez ?» Et Einstein a répondu « Vous savez, des idées, moi j'en ai eu 2 ou 3 dans ma vie. » Alors je crois qu'on peut dire un peu la même chose d'Alan Turing, qui a eu 2 ou 3 idées vraiment importantes dans sa vie. Et Bernard Chazelle va nous parler de l'une d'entre elles. Merci Martin. Merci la Bibliothèque nationale, merci l'Animat, merci tous les organisateurs qui ont organisé ça, et puis merci aux participants et surtout aux lycéens qui sont ici. Alors l'idée, c'est de s'amuser un peu pendant 1 heure à parler de Alan Turing, de sa contribution en mathématiques. Alors j'ai pensé que le mieux, ça serait qu'on commence par la fin. Alors, nous sommes ici en Angleterre, à Manchester, le 7 juin 1954. Alors, dans le journal local, le Manchester Guardian, maintenant ce journal, c'est le Guardian qui est à Londres, mais à l'époque c'était un journal de Manchester, et on trouve dans la rubrique nécrologique la chose suivante. Professeur Alan Matheson Turing, professeur de mathématiques à l'université de Manchester depuis 1948, a été trouvé mort dans son lit à son domicile à Wilmslow mardi matin. Alors, un peu plus tard, il y a eu une enquête qui a été faite pour savoir de quoi est mort ce monsieur, et on a conclu au suicide. Il s'est suicidé en prenant du poison, en prenant du cyanure. Alors c'est la maison où il a vécu pendant de nombreuses années et où on l'a trouvé mort. Alors sur cette maison, si vous regardez de près, il y a une plaque qui nous dit Alan Turing, donc c'est 1912-1954, le fondateur de l'informatique et cryptographe, dont le travail a permis de déchiffrer le secret nazi militaire. Alors c'est une petite plaque courte, mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais on ne peut pas surestimer l'importance considérable de briser ce code qui faisait couler tous les sous-marins, dont les sous-marins faisaient couler tous les avions. Les sous-marins faisaient couler tous les bateaux venant des États-Unis et d'Angleterre, et il n'y aurait sans doute pas eu de débarquement en 1944 sans la contribution de Turing sur la cryptographie. Alors on nous dit qu'il a vécu ici puis qu'il est mort. Alors, pourquoi s'est-il suicidé? Eh bien, M. Alan Turing avait la malchance d'être homosexuel.
Et à l'époque, c'était un crime en Angleterre. Comme vous le savez sans doute, son prédécesseur, Oscar Wilde, a eu la même malchance et a fini en prison. Bon, il a écrit un poème très célèbre de la prison de Reading, puis après il est venu en France. Alors Alan Turing, on lui a proposé, il y a eu un procès, on lui a proposé un choix, on lui dit ou bien vous allez en prison, ça vous apprendra, ou bien, comme on est très charitable, on vous offre la possibilité de castration chimique. Alors il faut prendre ces espèces de médicaments horribles, des estrogènes. Donc c'est ce qu'il a choisi, ce qui l'a conduit à la dépression et au suicide. Alors en 2009, ça fait quand même pas mal de temps après, il y a quand même le Premier ministre britannique, Gordon Brown, qui a offert ses excuses publiquement, excuses du gouvernement britannique. Et l'année dernière, juste avant Noël, la reine d'Angleterre, dans son style inimitable, nous écrit une lettre qu'on croirait taper sur une de ces machines à taper des années 30, qu'elle accorde un pardon, gracie, le criminel Alan Turing. Donc tout est bien qui finit bien. Mais pourquoi parle-t-on de lui? Après tout, il y a beaucoup de gens qui ont subi le même sort. Alors, on parle de Turing ici parce que c'est un homme de génie qui a eu une contribution absolument sans pareil. Alors j'aimerais vous raconter un petit peu ça en commençant par le début. Je commençais par la fin, là on commence par le début. Alors il est né en 1912, vous avez déjà vu ça, et ça c'est là où il est né, c'est une maternité, enfin c'était une maternité. Ici on voit il y a écrit hôtel. Ah ben depuis, la photo a été prise après, et depuis c'est devenu un hôtel, l'hôtel de l'Esplanade. Un hôtel très bien, où ce monsieur semble très intéressé par ce qui se passe, et parce que ce monsieur a passé tout un été dans cet hôtel qu'il aimait beaucoup, et ce monsieur, c'est Sigmund Freud. Alors ici, c'est le petit Turing, Alan avec son frère aîné, John, ils sont sur la plage. Ici, il est un petit peu plus âgé, avec des jouets ou des choses, peut-être pour jouer au cricket. Alors là, il est au lycée, il semble heureux et satisfait de lui, c'est une illusion. Ou s'il l'est, il ne devrait pas l'être, parce que ses cadets de notes sont effroyables. Ici, par exemple, sujet anglais, alors ça veut dire, à l'époque, il faut revenir, alors, c'était les Écritures saintes, c'est parti des sujets anglais, l'anglais, bien sûr, l'histoire, la géographie. Eh bien, notre cher Alan, il est 23e sur 23. Il est dernier. En latin, c'est un peu mieux. Il est 20e sur 21. Il est avant-dernier. Donc, peut-être une petite lueur du côté du latin. Ça, il a l'âge de 14 ans. Ça ne démarre pas très fort. Je ne résiste pas de vous traduire une partie des commentaires du cadet de classe. Je peux lui pardonner son écriture, qui est la pire qui soit, mais je ne peux pas lui pardonner sa stupidité crasse vis-à-vis du Nouveau Testament. Donc, si certains d'entre vous, des fois, ont des carnets de classe, d'école qui sont un petit peu similaires, rassurez-vous. J'aime beaucoup ce dessin. C'est un dessin qui a été fait, un croquis qui a été fait par l'oncle, je crois, l'oncle de Alan Turing, qui l'emmenait aller jouer avec ses amis, je crois au hockey sur gazon ou quelque chose comme ça. Et on voit tous les enfants qui jouent. Et lui, Alan, il a complètement oublié qu'il y avait un jeu, il fallait jouer au hockey. Il a découvert une espèce de fleur, peut-être qu'il y a une abeille dedans, je ne sais pas. Il est extrêmement intéressé de savoir comment ça marche, ce truc-là. Le hockey, il n'en a rien à... Et ça, c'est à peu près toute la carrière de Turing, c'est ça.
D'accord? Alors, quand même, il se ressaisit. Il est quand même très doué en maths. Ça intéresse. Alors, quand même, ses bonnes notes en maths, ça aide. Il rentre à King's College, à l'université de Cambridge, qui est une excellente université anglaise, en 1931. Et là, il s'intéresse aux mathématiques, à la physique de l'époque. Bon, la mécanique quantique, ça fait couler beaucoup d'encre. Il s'intéresse beaucoup à ça. Il a des idées très intéressantes là-dessus, la théorie des nombres, les probabilités. Comme il est un petit peu excentrique et que d'apprendre les connaissances des autres, ça ne l'intéresse pas, il veut le redécouvrir, eh bien, il redécouvre la loi des grands nombres. Et très fier, il va voir son professeur en lui disant « Mais j'ai une loi d'une gaussienne, c'est absolument super, j'ai un théorème très joli. » Je lui dis « Oui, d'accord, oui, ça a été fait le siècle dernier, mais à part ça, c'est très bien. » Bon, alors, en 1934, il découvre la logique, en particulier les travaux de cet Autrichien de génie, Gödel, dont je vais parler. Et ça, la logique, ça le prend à tout corps. Et donc, c'est là qu'il écrit ce papier qui est le texte de cette conférence et dont on va discuter. C'est « On Computable Numbers », alors sur les nombres calculables, avec une application sur... Alors ça, c'est un grand nom qui ne peut être que allemand. « Entscheidungsproblem ». Ça fait peur, rien qu'à le dire. Ça veut dire problème de la décision. Alors c'est un nom qui nous vient de David Hilbert. Alors au début du siècle, il y avait David Hilbert, il y avait Poincaré, et puis il y avait les autres. C'était un petit peu les grandes sommités des mathématiques. Alors il s'intéressait beaucoup aux équations diophantiennes. Vous avez entendu parler du théorème de Fermat, qui a été prouvé, du dernier théorème de Fermat. Donc c'est une question sur les équations diophantiennes. Une équation diophantienne, c'est un truc comme ça, c'est une équation avec des inconnus, avec des coefficients entiers, et la question, c'est de savoir si, oui ou non, il y a une solution, x, y et z, dans les entiers ou peut-être les rationnels. Y a-t-il une solution entière ou rationnelle de cette équation, oui ou non? Et puis, bon, si oui, peut-être qu'on aimerait bien savoir en connaître quelques-unes, par exemple. Alors, Hilbert était tellement pris par ce problème-là qu'en 1900, pour le début du nouveau siècle, il y a le grand congrès de mathématiques qui a lieu ici, à Paris. On invite Hilbert, grande sommité mathématique, pour dire ce que le monde mathématique, sur ce il doit travailler dans le siècle qui arrive. Alors il donne 25 problèmes, je ne sais pas exactement combien, dont le 10e, c'est celui-là, écrit donc de sa main, qui dit « Y a-t-il une procédure, y a-t-il un algorithme pour savoir si, étant donné, je vous donne une équation diophantienne, est-ce que votre algorithme peut me dire en temps fini si ou non il y a une solution entière ?» Alors il se pose cette question-là, et lui, Hilbert, il est persuadé que la réponse est oui. Il ne sait pas résoudre ce problème-là, mais il est certain, et ça je vais revenir sur ce point-là, l'esprit philosophique de l'époque qui faisait croire à tout le monde que tout était possible. Alors évidemment, malheureusement, bien après la mort de tous ces gens-là, en 1970, Matieszewicz a prouvé qu'en fait, ce problème-là n'avait pas de... Les équations diophantiennes ne peuvent pas être résolues de façon mécanique, d'accord? Donc il n'y a pas d'algorithme, d'accord? Mais enfin, il a fallu du temps pour le résoudre, son problème. Ce qui est intéressant, c'est que, à l'époque, Hilbert avait une vue extrêmement large des mathématiques, et il voulait reconstruire les mathématiques sur des bases très très fortes. Alors il s'intéressait beaucoup à la logique, mais en particulier à la géométrie. Il a écrit un monument sur les fondations de la géométrie, avec tous les axiomes et tout ça, et là encore, il pensait qu'une fois qu'on a tous les axiomes et tout, on va pouvoir tout prouver. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il avait raison. Car la géométrie, Tarski montrera en 1930 que la géométrie est décidable. Tout théorème de géométrie que vous pouvez écrire, que vous trouvez dans vos manuels, ont des preuves. Donc la géométrie, en certain sens, est plus simple que la théorie des nombres. Alors il y a quand même une différence de perspective sur les questions que se posent les mathématiciens. Ils se posent des grosses questions, très très grosses questions, des questions complètement fondamentales, d'accord? Et là, je pense que c'est pas exagéré, enfin je laisse aux historiens
dire ça, mais la période entre 1900 ou 1890 et 1930, quelque chose comme ça, est peut-être la période de toute l'histoire qui a connu la plus grande effervescence intellectuelle. Ou peut-être qu'il faut revenir à la Renaissance ou au grec ou quelque chose comme ça, mais il n'y a pas d'équivalent dans le voisinage de quelques centaines d'années. Et ça, il faut comprendre ça pour voir l'état d'esprit de Turing, de Gödel et de Hilbert. D'accord ? Alors d'abord, c'est un âge où on invente tout. On invente la voiture, on invente l'avion, on invente le téléphone, on invente le gramophone, on invente l'ampoule électrique, on invente le cinéma. Et puis on invente aussi la mitraillette. C'est très important, ça. Parce que les guerres vont devenir beaucoup plus sérieuses. Alors, les triomphes, c'est on fait un grand paquebot extraordinaire qui peut traverser l'Atlantique en quelques jours. Et puis qui peut aussi tomber sur un iceberg et couler. D'accord ? Alors ça, c'est les désastres. Et puis on a aussi, bien sûr, la Première Guerre mondiale qui se trouve au milieu de la période 1900-1930 dont je parle, qui est évidemment une catastrophe mondiale, absolument à une échelle incompréhensible, mais qui aussi est le produit de cette technologie, de ces innovations qui ont contribué à ça. Donc c'est les deux côtés de la chose. En sciences physiques, c'est révolution après révolution. Einstein nous dit que le temps, on n'a rien compris, c'est complètement différent de ce qu'on pensait. De Broglie nous dit qu'une onde et une particule, bon, en fait, c'est un peu pareil, hein, c'est les deux faces de la même pièce, à les comprendre. Si ce n'est pas suffisant, Schrödinger nous dit qu'un chat peut être à la fois mort et vivant. Et alors aujourd'hui, ces gens-là, on les appellerait des charlatans, des hurluberlus. Non, ce sont les plus grands, parmi les plus grands scientifiques que l'humanité n'ait jamais connus. Alors c'est quand même une période très, très, très en ébullition. En musique, Debussy donne la base du modernisme, et puis ça débouche sur Stravinsky et Schoenberg, qui réécrit les règles de la musique, grosso modo. En architecture, le Bauhaus d'Allemagne, le Corbusier en France, redéfinissent les bases de l'architecture. Cézanne, bon, c'est le XIXe siècle, mais ça touche sur la période dont je parle, et évidemment, ça débouche sur Picasso, qui lui aussi réécrit toutes les bases de la peinture. Pour ce qui est des sciences politiques, de la politique des sciences sociales, bien sûr, il y a Marx et puis Lénine. La révolution, quand même, c'était à cette époque, 1917, donc qui fait son effet. Rien n'est épargné. Il y a les sciences sociales qui sont créées de toutes pièces, la sociologie, la linguistique, tout ça, c'est créé. Durkheim, Weber et d'autres. La psychologie, il y a Freud qui change tout. Pour que ce soit vrai ou faux, ça, c'est pas la question. Le fait que tout est changé, il n'y a aucune résistance, tout doit être refait. D'accord ? Dans toutes les disciplines. Alors, à Vienne, il y a des philosophes. Alors, à l'époque, ça n'existe plus maintenant, ou peut-être très peu, mais à l'époque, on pouvait être à la fois grand philosophe et grand physicien. Mach, c'est un exemple. D'accord ? C'est le Mach qui nous a donné, quand on passe les vitesses du son, on a Mach 1, 2, 3 et tout ça. C'était aussi un grand philosophe qui avait organisé le cercle de Vienne, d'où ont germé aussi une espèce de révolution de la philosophie contemporaine, de Wittgenstein, de Bertrand Russell, qui était un mathématicien et un philosophe, et de Carnap et de Frege. Alors je veux revenir sur Frege. Je vais discuter un peu de Frege, c'est très pertinent à ce dont on parle. Alors Frege, c'est un mathématicien, un logicien. Logicien, ça c'est un mot qui est tout nouveau, parce qu'il faut chercher vraiment, il faut remonter à Aristote, peut-être un petit peu pendant le Moyen-Âge, mais il faut vraiment remonter à Aristote pour voir des gens qui font de la logique. Les siècles avant le XXe siècle, ça n'intéresse personne. La logique, c'est quoi ? Alors Frege décide de changer ça, et c'est lui qui vraiment crée la logique moderne. Et alors ça intéresse Hilbert énormément, évidemment.
En tant que mathématicien, la logique, ça va donner les fondations des mathématiques. Et donc, lui, il veut comprendre comment les mathématiques, est-ce que ça tient debout ou est-ce que c'est un château de sable qui va s'écrouler un jour? Alors, il définit la logique du premier ordre. Alors, sans rentrer dans les détails, la logique du premier ordre, c'est un langage qui nous permet d'écrire des phrases logiques. Alors, c'est fait, vous avez tous vu ça, c'est fait de variables, c'est fait de choses comme des parenthèses, équilibré, des choses comme ça. Il y a des connectifs booléens, et, ou, la négation, il y a l'égalité, il y a des quantificateurs existentiels universels, vous avez vu tout ça déjà, je suis sûr. Donc par exemple, on peut écrire une phrase du genre, pour tout x, il existe y tel que x soit plus petit que 2, ou y est au moins 1, et x moins y est égal à 1. Il se trouve que c'est vrai, mais ça pourrait être faux. Donc, on présente ici des phrases logiques et on se souciera. C'est autre chose de se soucier si c'est vrai ou faux. D'accord ? Ça nous donne un langage où on peut écrire des choses et ensuite on peut se poser la question de la vérité. Alors, la question de vérité est très difficile philosophiquement et il faut vraiment distinguer deux choses. Une, c'est la validité syntactique et l'autre, c'est la vérité d'une proposition mathématique. C'est un peu subtil, mais c'est très important. Par exemple, on peut donner des axiomes du premier ordre qui sont valides, qui sont toujours vrais, indépendamment du contexte. Par exemple, si vous dites A c'est une proposition, A ou non A, c'est toujours valide. Alors je vais éviter de dire le mot vrai. Valide, ça veut dire c'est toujours vrai. Il ne peut pas y avoir d'exception. Ou bien A, c'est... Ou bien non A. D'accord ? C'est toujours valide, c'est toujours vrai. Si x est égal à y, alors y est égal à x. Ça paraît un peu bébête, mais c'est important pour quand on fait des démonstrations très très formelles. Si A est valide et si A implique B, alors B est valide. Oui, tout ça, ce sont des règles syntactiques. Il n'y a pas besoin de se poser la question, mais c'est quoi A ? Peu importe, peu importe. Ce sont des règles comme jouer aux échecs, d'accord ? Donc ça, c'est les axiomes du premier ordre. Et on dira qu'une proposition est valide si elle est toujours vraie. Alors toujours vrai, ça veut dire quoi, toujours vrai ? Une question. Toujours vrai, ça peut dire que c'est vrai aujourd'hui, puis demain, ça ne va pas être vrai. C'est qu'on peut donner une interprétation à des phrases logiques. Alors, que je m'explique un peu. Par exemple, ça. Il existe x tel que ça, ou pour tout x, ça n'est pas vrai. Même si vous ne savez pas ce que c'est x au carré, ce que ça veut dire, même si vous ne savez pas ce que le nombre 2 signifie, vous pouvez quand même conclure que c'est une phrase qui est vraie, qui est toujours vraie. D'accord ? Elle est valide parce que c'est simplement tautologique. D'accord ? Ou quelque chose est vrai, ou ça ne l'est pas. D'accord ? Donc la phrase elle-même, elle est tautologique, elle est toujours valide. Que x soit un nombre complexe, un nombre rationnel, un entier, peu importe, c'est toujours vrai. Par contre, cette proposition-là, il existe x tel que x au carré est égal à 2. Parfois, elle est vraie et parfois, elle est fausse. D'accord ? Ça dépend de l'interprétation. Si vous êtes sur les réels, il y a racine de 2 qui marche bien. Donc, il y a une solution. Mais par contre, si vous êtes sur les rationnels, il n'y a pas de solution. Donc, c'est vrai ou faux, ça dépend de ce qu'on appelle le modèle. Et le modèle, c'est une fonction, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est une fonction généralement des symboles que vous voyez dans votre phrase sur le monde des mathématiques qu'on connaît bien, souvent sur des ensembles comme les réels, les rationnels, des choses comme ça, qu'on connaît bien. Alors, les modèles typiques, ce seraient des modèles qui définissent les entiers positifs, tous les entiers, les rationnels, les réels, les complexes, et les corps finis, ou ce que vous voulez. Alors, une fois qu'on a un modèle, et on peut choisir son modèle, donc il faut bien saisir, là, impossible, il y a les axiomes du premier ordre qui sont indépendants du modèle. Maintenant, on va choisir un modèle, par exemple les complexes, et là, on va essayer de prouver des théorèmes. Et prouver des théorèmes, par contre, c'est complètement syntactique. Autant la vérité d'une proposition sur les complexes dépend
des nombres complexes. Donc il y a le côté sémantique. Le côté sémantique d'une phrase mathématique, c'est sa signification vis-à-vis du monde des mathématiques. Une preuve n'a pas de sémantique véritable, c'est simplement jouer aux échecs, c'est simplement des règles syntactiques. C'est pour ça que, en principe, un ordinateur devrait pouvoir faire des preuves, car il n'y a pas besoin d'avoir une notion très très profonde de la vérité des nombres complexes et des choses comme ça. C'est uniquement syntactique. Par exemple, un ordinateur pourrait avoir le raisonnement suivant. Pour tout x, si a de x est vrai, alors p de x est vrai. Alors a de x est une proposition qui dépend de la variable x. Il existe x tel que x est vrai, hypothèse 2. Si on a ces deux hypothèses-là, alors il existe x tel que b de x est vrai. C'est un peu comme un jeu, un coup d'échec. Si les places sont libres, je peux bouger mon fou d'ici à là. Bon, c'est complètement syntactique, d'accord? Donc ça, avec ces règles-là, on a un modèle, on a des règles. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut prouver. Est-ce qu'on peut tout prouver? Alors, une preuve est un processus mécanique. Alors, Gödel prouve, quand il est jeune, pendant sa thèse, que toute proposition valide est démontrable. Ce n'est pas un théorème d'une profondeur très très grande. Ça veut dire que si vous avez une proposition logique qui ne dépend pas du modèle, qui est tautologiquement vrai dans toutes circonstances, c'est-à-dire qui est en fait complètement syntactique, eh bien il y a une possibilité d'étape par étape de partir des axiomes et d'y arriver. C'est relativement intuitif pourquoi ça devrait être le cas. Et c'est son théorème de complétude. Mais entre 1900 et 1928, Hilbert raffine son raisonnement mature, devient plus mûr, et il pose trois questions. En 1928, donc c'est un autre congrès, je crois qu'il était à Zurich, quelque chose comme ça, où il pose les trois grandes questions, complétude, cohérence, décidabilité. Alors je vais rapidement parler. Et lui est certain que tout est prouvable. Il suffit de prouver que tout est prouvable, mais l'issue n'a pas de doute. D'ailleurs, sur sa tombe, il y a écrit « Nous devons savoir, nous saurons ». Cette espèce de positivisme qui vient du positivisme germanique, le positivisme logique, ce qu'on appelle, qui pense que toutes les connaissances, ultimement, viennent des mathématiques. D'accord ? Alors ça va être un choc énorme, quand Gödel prouve que c'est faux. Donc il résout les deux premières questions de Hilbert, il résout le problème de la complétude, il résout le problème de la cohérence, par contre il bute sur le problème de la décidabilité. Alors je n'ai pas défini vraiment ces trois trucs et je vais le faire maintenant, d'accord? La complétude. Gödel pose la question suivante, est-ce que toutes les vérités sont démontrables? Alors, peut-être que si vous n'avez pas la distinction entre sémantique et syntactique, peut-être que cette question n'a pas de sens pour vous. Mais dans un contexte sémantique, quand vous écrivez un théorème sur les complexes, généralement, il y a un nombre infini de possibilités. Souvent, c'est même pas infini, comptablement infini. Donc, c'est pas évident qu'il y ait une procédure finie qui permette d'y arriver. Parce que c'est un univers qui est beaucoup plus grand que l'univers des preuves, qui est un univers comptable. Et Gödel montre que la réponse est non, qu'il y a des vérités, qui ne sont pas démontrables. Notamment, il prouve que l'arithmétique, ou toute théorie, toute axiomatique qui contient les nombres entiers, est ou bien incomplète ou bien incohérente. Alors, le mot incohérent, c'est un petit peu, évidemment, si votre axiomatique elle est incohérente, on peut prouver un théorème et son contraire. Et vous savez, si vous prouvez un théorème et son contraire, vous pouvez prouver tout théorème et son contraire. Donc tout s'écroule. Alors évidemment, il faut supposer que c'est cohérent, sinon il n'y a rien à dire. Donc en supposant que l'axiomatique de l'arithmétique, et il y en a généralement une ou deux, il y a celle de Peano qui n'est pas complètement, qui n'est pas aussi complète, mais il y a surtout ce qu'on appelle l'axiomatique de Zermelo-Frankel, avec l'axiome du choix ou sans l'axiome du choix, qui sont l'axiomatique, disons,
tous les mathématiciens, 99,9% des mathématiciens vivants faisant des mathématiques. C'est leur axiomatique, d'accord? Et cette axiomatique, elle est incomplète, d'accord? Et notamment la contribution de Gödel, qui n'est pas simple, et j'expliquerai pourquoi elle n'est pas simple, ça c'était son choix. Il prouve que ce théorème-là n'est pas prouvable. Alors, le théorème dit, ce théorème n'est pas démontrable. Réfléchissons à ça pendant une seconde. D'abord, c'est un théorème qui parle de lui-même, ce qui semble un petit peu... D'abord, c'est certain que c'est vrai. Ce théorème ne peut être que vrai. Parce que s'il était faux, alors il serait démontrable. Mais n'est démontrable que ce qui est vrai, en supposant que c'est cohérent. En supposant qu'on a une axiomatique cohérente, n'est démontrable que ce qui est vrai. Donc, par contradiction, on sait que ce théorème ne peut être que vrai. Deuxièmement, et c'est là le plus difficile, c'est de montrer que ce théorème, qui semble être une espèce de jeu de mots bizarroïde, en fait, on peut l'exprimer en théorie des nombres. On peut exprimer exactement ce théorème en utilisant le langage des entiers, des nombres premiers, de la factorisation unique, et des choses comme ça. D'accord? Et les quantificateurs d'usage. On peut faire ça complètement formellement. C'est ça la puissance de la théorie des nombres, c'est qu'elle peut se parler sur elle-même. Et donc c'est exprimable en arithmétique, et donc ce théorème-là, qui est vrai, n'est pas démontrable. Il est vrai, donc on sait qu'il n'est pas démontrable. Et donc c'est un théorème qui est vrai et qui n'est pas démontrable, et c'est un théorème d'arithmétique. Point final, la théorie des nombres n'est pas complète. Alors évidemment, il y a les petits malins là qui disent « Bon, soit, Gödel a trouvé un théorème qui est indémontrable. » Il y en a beaucoup d'autres. Hein. On n'a qu'à le transformer en axiome. On va faire une promotion. Vous êtes un théorème qu'on ne peut pas démontrer, eh bien, on va vous transformer, on va vous appeler un axiome. L'avantage, c'est que les axiomes, on n'a pas à les prouver. C'est ça le truc d'un axiome. Et donc, si le théorème, il n'est pas démontrable, mais qu'on le rend axiome, alors tout va bien. Ah, mais voilà le problème. On peut montrer que si vous faites ça, et c'est tout à fait possible de faire ça, alors crac, il y a un autre théorème qui jaillit et qui est aussi indémontrable. Donc vous pouvez lui aussi le mettre dans l'axiomatique et ainsi de suite, mais c'est infini. Et donc ça, c'est aussi une subtilité que les gens souvent oublient dans le théorème de Gödel, c'est de dire que tout ça dépend d'une axiomatique qui est finie, le nombre d'axiomes doit être fini, ou du moins il doit être récursif, il doit être défini par un algorithme, grosso modo, d'accord? Mais c'est très important ça. La cohérence, c'est moins surprenant. Gödel prouve qu'aucune théorie ne peut prouver sa propre cohérence. Ça, intuitivement, ça semble assez trivial. C'est un peu de dire qu'aucun criminel ne peut se juger lui-même, qu'aucun lycéen ne peut corriger ses propres devoirs et se donner ses propres notes. Ces trucs comme ça, réflexifs, c'est pas surprenant qu'une théorie ne puisse pas prouver sa propre cohérence. Parce qu'évidemment, si elle est incohérente, elle peut prouver n'importe quoi. Donc, mais il bute sur la décidabilité. Il bute là-dessus. Peut-on décider si un théorème est indémontrable? Parce que bon, il y a des théorèmes qui sont indémontrables. Je vous en ai montré un, puis il y a des tas d'autres. Si vous m'écrivez un théorème, qu'il soit vrai ou faux, et vous me demandez, est-ce qu'il y a un moyen de savoir s'il est démontrable ou pas? Je ne sais pas moi, mais il y a peut-être un algorithme, il y a peut-être un ordinateur qu'on peut lire le théorème et il nous dira. Gödel ne pouvait pas prouver ça. Turing l'a prouvé, il a donc... Et en fait, non seulement il a complètement prouvé le programme de Hilbert, mais il a en plus reprouvé les deux premiers, et pire pour Gödel, il l'a fait de façon quasiment triviale. D'accord? Maintenant, tout ça, ça prend à peu près une page. Je peux l'enseigner entièrement en 1h30, grosso modo. Et je fais ça chaque année. C'est presque un embarrassement. Mais le génie, là, de Turing, c'est de ne pas penser comme un mathématicien. Vous voyez, tout le monde joue au hockey, et lui, il va regarder les fleurs, comment ça pousse. Tout le monde fait des mathématiques et de la logique, et lui dit non, moi, je vais jouer à l'ingénieur.
je vais faire des mathématiques, mais je vais construire une machine. Alors c'est une machine conceptuelle. Il ne va pas la construire. Il serait incapable de la construire, ça se trouve. Mais conceptuellement, sa machine, c'est un train qui a des états. Alors c'est un truc qui bouge, une boîte qui bouge, on va l'appeler un train, et ça a des états 1 à n. Alors ici, c'est l'état 5. Alors un état, c'est quoi? Un commutateur électrique, ça a 2 états, c'est ouvert ou éteint. La machine de Turing, elle a n états. Vous pouvez imaginer qu'il y a un chiffre qui est affiché quand la machine est dans l'état 1, eh bien, elle affiche le numéro. Et il y a n possibilités. N, généralement, n'est pas très grand. D'accord? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi une voie ferrée, et la voie ferrée, elle a des 1 et des 0. Elle a des bits, 1 et des 0. Le train est assis sur 1. Enfin, il n'est pas assis, mais il recouvre 1. Un de ces bits, et il est dans l'état 1. Alors, il y a un automate qui lui dit ce qu'il faut faire. C'est quoi un automate? C'est une table qui va lui dire ce qu'il faut faire. Alors là, par exemple, il va lui dire, ben, écoutez, vous êtes dans l'état 1 et vous lisez 1. Donc, allez dans l'état 7, ça y est, c'est fait. Écrivez 0, allez à droite. Voilà. Et on répète. Et c'est tout. Ça y est, c'est la machine de Turing. Alors, il essaie de voir ce qu'il peut faire. Est-ce que je peux calculer des racines carrées? Rapidement, il se rend compte qu'il peut créer un automate fini, ce tableau, qui lui permet de calculer des racines carrées. Alors, il écrit 289, enfin, en notation binaire, 1, 0, 0, tout ça, et hop, ça s'arrête, et ça donne 17. Génial. Il peut faire la racine carrée, il peut faire l'addition, il peut faire la multiplication, il peut faire la division, il peut faire les logarithmes, il peut tout faire. Et là, il a l'éclat de génie, et il dit, mais attention, au lieu de s'embêter à faire des automates différents pour tout ça, un automate, c'est une table. Mais une table, c'est un texte. Un texte, ça peut être écrit sur la voie ferrée. Et donc, au lieu de s'embêter avec une grande table compliquée ici, on va écrire la table ici, dans un format où on peut reconnaître quand même, parce que là, on va l'écrire à une dimension, une table à 2 dimensions, mais c'est pas grave, on peut mettre des symboles spéciaux. Et on va avoir ce qu'on appelle un interpréteur qui va... Le seul but de cet automate ici, ça va être de comprendre comment la machine de Turing aurait fait pour faire agir le train si ça, c'était la table. D'accord? Ça, c'est la machine de Turing universelle. Il y a une machine de Turing qui est universelle, qui peut interpréter toutes les autres machines. D'accord? Ça, c'est très simple, mais c'est le truc de génie, parce qu'on a rabaissé... Maintenant, le cerveau devient tout petit, en fait. Le cerveau, il sert presque à rien. Enfin, si, quand même, mais c'est un interpréteur, c'est très, très simple. Maintenant, toute la complexité va être ici et là, dans les programmes et les données. Alors, il y a une thèse de Church-Turing qui dit que ce petit train peut calculer tout ce qui est calculable. Même les ordinateurs quantiques, ça ne change rien. C'est que tous les ordinateurs, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, qu'ils soient gros, qu'ils soient chers, qu'ils soient pas chers, qu'ils soient bleus, qu'ils soient rouges, ils sont tous identiques aux yeux de Turing. Ils peuvent calculer absolument les mêmes fonctions. Les 2 concepts clés sont d'abord localité. Turing, non seulement pense en tant qu'ingénieur, mais il a une vision très anthropomorphique. Il se dit, le calcul, ça va être ce que nous, on fait quand on calcule. Et quand on calcule, c'est toujours local. C'est-à-dire que quand on calcule ici, on met du papier à droite, on met un peu à gauche, mais on ne va pas à 3 km aller mettre un 1 et puis revenir. Tout est local. Donc le petit train, il est local. Il voyage localement avec sa petite table. Et il y a la notion de dualité qui est très importante. Alors la notion de dualité, c'est la suivante. Si un martien arrive, c'est le martien que j'ai trouvé sur le web, si un martien arrive, il ne va pas pouvoir savoir qui est le programme et qui sont les données. Là, je vous l'ai dit, à gauche, c'est le programme, à droite, c'est les données. Mais supposons qu'on peut changer de convention. Peut-être qu'en Australie, ils font dans l'autre sens, à droite et à gauche. On ne sait pas. Si on ne dit pas, on ne sait pas. Donc ça veut dire que c'est très important. Le martien ne sait pas ce qui est programme, ce qui est donné, à moins qu'on lui dise. C'est très important, ça. Ça permet d'interpréter 2 textes de façon différente, en tant que programme ou en tant que donnée. Ça, c'est une idée que Saussure avait avant,
différence entre le signifié et le signifiant. C'est aussi ce tableau de Magritte où ceci n'est pas une pipe. Ben non, c'est pas une pipe, c'est un tableau. Mais c'est une pipe. Alors, c'est la même idée. Alors, essayons de faire un truc amusant. Écrivons le même texte à droite et à gauche. Qu'est-ce qui se passe si on écrit le programme et les données ont le même texte? Alors, j'écris plus des bits 0 1, j'écris des lettres, mais vous imaginez, on peut toujours convertir tout ça. Alors, qu'on comprenne bien, c'est le programme qui dit, le programme c'est une commande qui dit écrire une fois. Ça, c'est la donnée, et donc on va écrire une fois ce texte-là. Ce texte-là est écrit une fois. C'est clair? Voilà, c'est un peu bête, mais votre imprimante, elle fonctionne selon ce principe. Mais maintenant, si on fait écrire 2 fois, si on fait écrire 2 fois, eh ben, on va le faire ensemble. Donc c'est la commande, on va écrire ce texte-là 2 fois. 1 fois, 2 fois. Et là, on se rend compte qu'on a fait de l'auto-réplication. D'accord? Ce texte-là a été entièrement auto-répliqué. Et ça, le 2 fois, c'est exactement le même principe que si vous connaissez un peu de biologie, vous savez que l'ADN est soumis à la réplication et à la transcription, translation. Et donc, il y a réplication, translation. Ces 2 opérations, c'est exactement le 2 de 2 fois. Il n'y a aucun système vivant qui n'a jamais été découvert qui échappe à cette loi-là. D'accord? Donc, dans ce petit truc un peu idiot, en fait, il y a le paradigme universel du monde vivant, à ça, disons, sous sa façon la plus abstraite, évidemment. Je ne prétends pas que ça va aider à résoudre des problèmes médicaux. Le problème de l'arrêt, c'est le suivant. Si on met le même truc à droite et à gauche, est-ce que le programme va s'arrêter? Ben là, c'est évident. Et oui, il va s'arrêter. Il va écrire ça 2 fois et puis c'est fini. Mais en règle générale, c'est peut-être pas évident. Peut-être que ça va tomber dans une boucle. Alors, posons-nous la question, si on met le même texte à droite et à gauche, on appelle ça programme, on appelle ça donnée, posons-nous la question, est-ce que ça va s'arrêter? Ben, peut-être qu'il existe un programme qu'on va pouvoir écrire sur la machine universelle de Turing, on va l'appeler Q, et qui va nous dire si oui ou non il s'arrête. Supposons qu'on ait un programme comme ça. Alors, Q va écrire oui si le programme P s'arrête quand on lui présente P comme donnée. Voilà. Donc, il va écrire oui si le programme s'arrête quand on lui présente P comme donnée, sinon il va écrire non. Alors, ce programme Q, on va le modifier de façon triviale. On va dire, ben, écoute, au lieu d'écrire oui, on va mettre une boucle infinie. Donc, si le Q va écrire oui, il va écrire oui, puis ensuite, on va le faire dans une voie de garage pour le faire tourner pour toujours. Ça, c'est facile. On peut prendre le programme et le modifier localement. C'est très facile. Et sinon, on l'arrête. Alors, si vous pensez à ce qu'on a fait, ça veut dire que si P s'arrête sur P, c'est-à-dire que si le programme P, quand on lui donne les données P, il s'arrête, alors Q ne s'arrête pas sur P. Si P ne s'arrête pas sur P, alors Q s'arrête sur P. Q fait un peu l'inverse de P sur P. Et bien maintenant, faisons un truc qu'en maths, on aime bien faire. À un moment, on va dire, eh bien, on va réécrire cette phrase-là en mettant pour valeur de Q celle de P. Après tout, P, c'est n'importe quel programme. Eh bien, on va essayer ça si on met Q au lieu de P. D'accord? Donc, on a trouvé un programme Q qui fait blablabla pour tous les programmes P. Tous les programmes P. Essayons le programme Q pour voir ce qui se passe. Et donc, ce qu'on va voir, c'est que si Q s'arrête sur Q, alors Q ne s'arrête pas sur Q. Si Q ne s'arrête pas sur Q, alors Q s'arrête sur Q. C'est une contradiction. Donc, Q n'existe pas. Le problème de l'arrêt est indécidable. Et là, vous avez grosso modo prouvé tout Gödel. D'accord? À quelques... Et là, je compte mentalement. Le problème de l'arrêt est indécidable. Alors, on peut prouver ces 3 trucs facilement en utilisant ce petit schéma. Et
Je vais vous en montrer un. Je ne vais pas vous montrer. Je vais vous montrer un. Pourquoi on peut prouver la complétude. Je vais prouver que l'arithmétique n'est pas décidable, qu'il existe des théorèmes vrais qu'on ne peut pas prouver. Je vais vous le prouver maintenant, d'accord? Suppose que l'arithmétique soit décidable. Alors, de deux choses l'une. Il y a un théorème 1 qui dit P sur P s'arrête, théorème 2 qui dit P sur P ne s'arrête pas. Il y en a un des deux qui est vrai. On ne sait pas lequel, mais il y a un des deux théorèmes qui est vrai. Donc, si l'arithmétique est décidable, ce théorème doit être prouvable. Alors vous allez me dire, oui, mais P sur P s'arrête, ça ne ressemble pas à de l'arithmétique. C'est vrai, et ça prend à peu près 20 minutes pour voir pourquoi toute étape d'une machine de Turing peut s'écrire comme une équation avec des solutions entières, d'accord? Et mais je ne veux pas le faire ça. Donc ça, en fait, on peut écrire ça comme une équation, une espèce d'équation diophantienne. Et donc, un de ces théorèmes est vrai, donc il est prouvable. Comme je ne sais pas lequel, je vais chercher la preuve, mais je ne sais pas lequel c'est. Donc, je vais énumérer toutes les preuves possibles du théorème 1. Si le théorème 1 est vrai, et j'énumère toutes les preuves possibles par ordre croissant, je vais finir par tomber dessus. Malheureusement, si théorème 1 est faux, ça ne s'arrêtera jamais. Mais théorème 2 est vrai, lui. Alors donc, je vais faire ça pour le théorème 2 aussi. Je vais faire ça en parallèle. Comme ça, je vais faire ça en parallèle. Et comme ça, le premier qui est vrai et qui tombe sur la preuve me dira ça, et donc je m'arrêterai. D'accord? Ça, c'est un processus très, très courant en logique mathématique de faire ça. Donc, cela prouvera un des deux théorèmes. Et donc, on aura résolu le problème de l'arrêt, qui est une contradiction, car on sait qu'il n'y a pas de moyen de résoudre le problème de l'arrêt. Voilà, c'est QFD. Alors, Turing s'intéressait aux preuves, et c'est les preuves qui l'ont amené à la machine de Turing universelle, qui est la base de toute la technologie moderne qu'on utilise, mais ça c'est un autre sujet. Je veux revenir sur les preuves, car après, voir les preuves sous l'angle informatique, ça change beaucoup de choses. Et donc je vais d'abord parler rapidement des preuves de l'algorithme PCP. Alors, je vais vous prouver que toute preuve mathématique peut être prouvable de façon quasi instantanée. Supposons que j'ai prouvé l'hypothèse de Riemann. L'hypothèse de Riemann, ça nous dit des choses, grosso modo, que les nombres premiers sont vraiment aléatoires. Ils sont encore plus aléatoires que vous le croyez, et ça formalise ça. C'est une formalisation qui fait appel à l'analyse complexe, mais c'est quand même une formulation sur les nombres premiers. Supposons que j'ai écrit ma preuve dans un langage spécial, c'est un langage formel, PCP, mais c'est une preuve énorme qui fait 500 pages. Et vous avez des doutes que j'ai vraiment prouvé ce machin-là, et vous n'allez pas passer 3 mois de votre existence à aller vérifier ma preuve. Mais je vous dis non, c'est pas la peine. Voilà ce qu'on va faire. La solution PCP, je vais vous demander de prendre ma preuve et de piocher dedans au hasard. Vous avez pioché 5 fois, 5 lettres. Hop, vous prenez une lettre, vous prenez une autre 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 lettre, et vous prenez une autre lettre. Alors 5, c'est pas magique, ça pourrait être 7, ça pourrait être 12, ça pourrait être... Mais ça ne peut pas être 2, il faut que ce soit au moins 3. Vous allez les regarder, et sur le web, il y a des tests qui sont disponibles pour tout le monde, qui n'ont pas été écrits par moi ou par vous. Ils sont disponibles pour tout le monde, et vous allez faire le test. Si les réponses sont toutes oui, vous acceptez l'hypothèse de Riemann comme vraie. Si c'est faux, vous rejetez ma preuve. Eh bien, le miracle, c'est que vous avez raison. Votre jugement sera presque certainement correct. Sur la base de 5 lettres, si j'ai raison, vous direz oui, j'ai raison. Si j'ai tort, vous me prendrez en flagrant délit. C'est quand même extraordinaire. Mais surtout, bon, s'il y a une erreur dans la preuve, comment pouvez-vous vous en rendre compte si vous piochez que 5 lettres au hasard? Déjà, c'est un petit peu difficile. Mais le pire encore, c'est si la preuve elle est correcte. Donc il n'y a pas d'erreur.
Mais elle prouve autre chose. Elle prouve par exemple Pythagore, ou peut-être la preuve la plus compliquée que 2 plus 2 est égal à 4. Comment savez-vous ça? Rien que d'écrire l'hypothèse de Riemann est assez compliqué. Alors ça, c'est quand même plus... Pour vérifier une preuve de maths, il faut vérifier toutes ces étapes. On vous a dit au lycée, mais c'est absolument faux. Il suffit de vérifier 5 ou 6 étapes, c'est tout. Alors, quelle est l'idée du PCP? Une preuve traditionnelle, c'est un truc comme ça. Là, on va rajouter toutes les conséquences possibles. On va utiliser ce qu'on appelle des codes correcteurs. Ce sont les mêmes codes qu'on trouve dans vos ordinateurs, dans vos DVD, dans les satellites. Ce sont le même genre de codes correcteurs. Une preuve traditionnelle, s'il y a un truc qui tombe, c'est foutu. Souvent. La preuve PCP, c'est très différent. Il peut tomber des tas de trucs. Ça peut toujours trouver un moyen de... D'accord? Alors, lointaine décimale de pi, ça, au cas où l'hypothèse de Riemann, ça vous a troublé, parce qu'il y a peut-être trop de... Mon exemple est peut-être trop confus. Alors, prenons un exemple très simple. Disons qu'avant de venir ici, je ne l'ai pas fait, mais supposons qu'avant de venir ici, j'ai regardé la milliardième décimale de pi, et que j'ai trouvé que c'était 3. Je vais essayer de vous convaincre que la milliardième décimale de pi est 3. Et la façon dont je vais le faire, c'est en vous donnant une preuve, et vous allez prendre 5 lettres dedans. Vous allez les regarder, et vous allez tout de suite conclure si j'ai tort ou si j'ai raison, avec probabilité 99,99%. Essayez de réfléchir à ça pour voir à quel point c'est contre-intuitif. D'accord? Comment je peux vous convaincre que 3 est la milliardième décimale de pi en 5 secondes, sans ordinateur, sans quoi que ce soit, en vous offrant 5-6 lettres de ma preuve. C'est tout. D'accord? Vous réfléchissez à ça. Un autre truc, c'est les preuves à connaissance nulle. Alors ça, c'est un truc à l'origine philosophique, mais pratiquement, ça vient de la cryptographie. En cryptographie, on se pose des gros problèmes très, très philosophiques. Par exemple, des problèmes métaphysiques sur l'identité. Qui sommes-nous? Quand vous faites un achat par carte de crédit sur le web, vous devez prouver qui vous êtes. C'est pas facile. Si quelqu'un vous a dérobé votre carte, bon, c'est pas un problème pratique. Mais c'est aussi assez philosophique. Qui êtes-vous? Alors, il y a des preuves qui permettent de prouver comme ça des résultats sans dévoiler aucune information supplémentaire. Par exemple, je pourrais vous convaincre que je sais prouver un théorème, ça prendra plus de temps, c'est pas quasi instantané, mais vous ne saurez rien sur la façon dont je m'y prends. Je ne révélerai rien du tout. C'est un petit peu dont vous imaginez quand vos camarades de classe vous disent oui, moi je sais prouver ça, et vous lui dites alors dis-moi comment, il vous révèle la preuve. Il y a des moyens de le faire sans révéler quoi que ce soit sur la preuve, uniquement de révéler que cette personne a la connaissance. Par exemple, prenons l'exemple de Bob et Bill. Bob et Bill sont 2 richissimes présidents de méga industrie, entreprise. Ouais, français. Et alors évidemment, étant tellement riches, ils n'ont qu'une seule obsession toute la journée, c'est de savoir qui est plus riche que l'autre. Mais ils ne veulent pas dévoiler leur richesse personnelle. Parce que celui qui est le plus pauvre, ensuite, il va se trouver idiot. Lorsque l'autre, il saura la pauvreté. Il n'a que 10 milliards d'euros. C'est terrible, ça. Donc, es-tu plus riche que moi? Je ne sais pas, mais je ne te révélerai pas ma fortune. Moi non plus. Alors, qui est le plus riche? Eh bien, il existe un dialogue. On peut vous offrir un dialogue entre les deux, blablabla, qui donnera la réponse sans révéler aucune information sur la richesse de quiconque. Donc, par exemple, vous saurez que Bill saura qu'il est plus riche que Bob, donc c'est une information. Mais il n'y aura rien d'autre, et on peut formaliser la notion, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir pas d'autres informations. D'accord? Et ça, c'est très important en cryptographie, mais ça vient aussi de cette notion de preuve qui a complètement changé après les travaux de Turing. Alors, voyons, si je reste... oui, je vais peut-être... Alors, si vous êtes daltonien, je vais vous donner un petit exemple. Vous êtes daltonien et vous avez des chaussettes rouges et bleues, et
vous partez à l'école, vous vous mettez les chaussettes, vous voulez vous assurer qu'elles sont de la même couleur. Que ce soit bleu et rouge jaune, mais vous êtes daltonien, vous ne pouvez pas savoir. Donc vous allez demander à votre frère de vous dire. Mais le frère, il est taquin et vous n'avez pas vraiment confiance. Il aime bien vous. Donc le frère va vous dire « Ah oui, non, moi je vais dire ah oui, elles sont de la même couleur. Non, elles ne sont pas de la même couleur et tout. » Pas confiance, aucune confiance. Alors, est-ce qu'il y a un moyen pour vous, daltonien, d'utiliser votre frère pour savoir? Eh bien, la réponse, c'est oui. D'accord? Même si le frère, il est... mais le frère... Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, peut-être que vous pouvez le deviner vous-même. Mais grosso modo, je vous donne quand même l'idée de base. C'est extrêmement simple. Ça donne un petit peu quand même un certain fil conducteur. Vous dites à votre frère, ne bouge pas. Vous rentrez dans votre chambre, vous faites pile ou face. Si c'est pile, vous changez de chaussettes, vous changez les chaussettes de pied. Si c'est face, vous ne faites rien. Vous revenez et vous dites à votre frère, est-ce que mes chaussettes ont changé de pied? Et vous faites ça 3-4 fois. Et c'est suffisant pour avoir une quasi-certitude de... C'est peut-être un exercice de classe, de vous laisser cogiter pourquoi votre frère ne peut plus tricher maintenant. D'accord? Alors, pour conclure, là, je n'ai parlé qu'un aspect des travaux de Turing, bien évidemment, mais c'est un esprit extrêmement libre, extrêmement large, qui s'est beaucoup intéressé à la morphogénèse, de trouver des équations différentielles, de diffusion, réaction, des choses qui sont qui sont encore très étudiées par les biologistes, par les chimistes et des choses comme ça, pour savoir pourquoi les zèbres, pourquoi les tigres, pourquoi les léopards, ils avaient des raies, des choses comme ça, d'où ça vient, ça. Et bien sûr, ça, c'est l'ordinateur qui l'a construit pour pouvoir résoudre le code, briser le code de l'énigme. Et c'est pas vraiment un ordinateur au sens moderne du terme, mais il faut attendre un petit peu pour ça. Ça, c'est les zéros de la fonction zeta, Riemann de zeta. Il a aussi travaillé là-dessus. Et curieusement, Turing ne croyait pas à l'hypothèse de Riemann. Il a essayé de... Il a prouvé des trucs intéressants sur l'hypothèse de Riemann, mais... et bien sûr, c'est lui qui a inventé aussi l'intelligence artificielle en posant la question clé de savoir comment peut-on distinguer, y aura-t-il un moyen où on sera incapable de distinguer un ordinateur d'un être humain? Alors, pour formaliser ça, il a pensé à un test, le test de Turing, où on se pose des questions, on est caché derrière, donc on ne sait pas si c'est... Mais il y a un cartoon qu'on a trouvé dans un magazine américain, New Yorker, qui dit bien ça. Sur Internet, c'est super, personne ne sait que tu es un chien. Et donc, on peut avoir des conversations avec des gens, on ne sait pas si c'est des chiens, on ne sait pas si c'est peut-être... ou c'est peut-être des chats. Entre chien et chat, sans doute, c'est facile de savoir la différence, mais chien et homme, ou singe et homme, sans doute impossible. Et donc, je pense que ça conclut assez bien ce tour d'horizon. Mais je reviens quand même à l'intention des jeunes futurs chercheurs, ici, sur cet aspect de Turing qui, à mon avis, est tout à fait crucial. On peut dire de Turing qu'il n'a rien fait d'extraordinairement difficile. Techniquement, ce n'est pas le théorème de Fermat, ce n'est pas des choses qui sont techniquement d'une profondeur énorme. Ça se situe sur un autre on peut dire aussi ça de Einstein sur la théorie de la relativité spéciale, est vraiment simple. Mais c'est, à mon avis, faire une erreur de jugement de se placer là-dessus. Ce qui est extraordinaire chez quelqu'un comme Turing, et d'ailleurs très similaire, à mon avis, à quelqu'un comme Einstein,
c'est leur esprit contraire et profondément libre. Qu'il y ait une foule qui dise il faut travailler sur ça, ça ne les impressionne absolument pas. D'accord ? Quand Einstein s'est mis à la physique, tout le monde travaillait sur l'acoustique. Tout le monde voulait savoir, comprendre l'acoustique, comment ça marchait, c'est très difficile. Et lui, l'acoustique, il se dit non mais attends, les équations de Newton et les équations de Maxwell sont incompatibles. Et vous travaillez sur l'acoustique. Et donc, c'est des gens qui veulent aller à l'essentiel, absolument à l'essentiel. Quelle est la question fondamentale ? D'accord ? Et là, dans Turing, la question fondamentale, c'était mais quelle est la nature profonde des mathématiques ? Et il se trouve que ça, c'est peut-être pas aussi compliqué qu'on le pensait, c'est quand même assez surprenant. Et qu'est-ce qu'une preuve ? Et donc, c'est quelqu'un qui... Et puis, on voit bien par ses travaux, qui ont couvert un très large... Il est en biologie, c'est en philosophie, en théorie des nombres. C'est un esprit d'une curiosité, mais ce n'est pas que la curiosité, parce qu'il y a des gens très curieux qui perdent leur temps sur des problèmes qui ne sont pas forcément très intéressants. Ce n'est pas simplement qu'il suivait ses passions. Non, parce que ses passions étaient guidées véritablement par un sens, une hiérarchie, qu'il y a vraiment des problèmes absolument fondamentaux. Et ce sont ces problèmes sur lesquels il faut travailler. Alors certains de ces problèmes sont absolument hors de notre capacité, et des problèmes fondamentaux, il faudra des centaines d'années pour les résoudre, mais Einstein et Turing ont prouvé qu'il y avait des problèmes fondamentaux qu'on pouvait résoudre. C'est peut-être pas très simple, mais qu'on pouvait résoudre, et je suis certain que c'est le cas aujourd'hui, ça le reste aujourd'hui, autant en mathématiques qu'en biologie, où il y a des problèmes absolument fondamentaux, et on se rendra compte dans 50 ans qu'ils ont été résolus, peut-être par, j'espère, par quelqu'un parmi vous, et que ce qu'il fallait surtout, c'était un esprit libre, un esprit de créativité qui sorte des sentiers battus et qui aille chercher ailleurs. Et je veux terminer sur ce jugement. Merci de votre attention. Nous avons un peu de temps pour poser des questions aux conférenciers. Et puisqu'il y a 7 lycées ici, il faut au moins que chaque lycée fournisse une question. Vous avez parlé du théorème de Gödel. Donc, ce théorème n'est pas démontrable, mais vous l'avez démontré par l'absurde. Enfin, juste après, en démontrant que son contraire n'est pas possible. Du coup, il est démontré. Oui, il est montré, sauf que ce qui est montré, c'est qu'il est indémontrable. C'est ça qui est montré. Ce qui est montré, c'est que le théorème n'est pas démontrable. D'accord ? Ça, c'est montré. C'est Enfin, c'est un paradoxe, quoi. Ah oui, non, c'est pas un paradoxe. C'est contre-intuitif, disons. Mais c'est un paradoxe. Ah non, ah oui, mais je ne pense pas qu'il parle de ça. Oui, ça me donne une bonne occasion de mentionner le fait qu'il n'est pas démontrable dans l'axiomatique qu'on a choisi. Évidemment, comme j'ai dit, on peut enrichir l'axiomatique, par exemple en mettant le théorème comme axiome, mais il y a d'autres moyens de faire ça, où on peut prouver ce théorème-là.
Donc, en fait, quand on dit qu'un théorème est indémontrable, ça ne veut rien dire. Ça veut dire simplement que dans l'axiomatique qu'on a, il n'est pas démontrable. Mais il y a une axiomatique supérieure qu'on peut créer, dans laquelle on pourra le prouver. Le problème, c'est que dans cette axiomatique-là, il y aura aussi un théorème improuvable, et ainsi de suite. D'accord ? Et donc, il n'y aura pas de disons, c'est infini. D'accord ? Juste une autre question rapidement. J'ai pas du tout compris en fait comment à partir des 5 lettres, enfin je sais plus c'était P, Q, oui. Beta, N, comment c'est peut-être trop compliqué pour moi ou je sais pas du tout. Comment est-ce qu'on fait pour prouver que c'est vrai? Ah, ça c'est exactement la question que je voulais entendre parce que ça suggère que vous avez tout compris. Parce que si vous m'aviez dit « Oh, mais c'est trivial », ah ben je sais que vous n'auriez rien compris alors. Mais le fait que vous me disiez « Mais ça n'a aucun sens, je ne vois pas du tout comment ça peut être possible », excellent. C'est absolument la réponse. Parce que c'est effectivement extrêmement contre-intuitif, ça semble contredire des lois de la théorie de l'information de base. Une preuve à tant de quantité d'informations, il faut savoir si tous ces éléments sont vrais ou faux, et donc comment on peut aller tomber là-dessus et puis voir si tout marche bien. D'accord ? Alors je ne vais pas répondre à la question, parce qu'effectivement, ce n'est pas un théorème facile. Hein, d'accord ? Ce n'est pas un théorème facile. Mais je vais vous donner peut-être un début de réponse. Supposons que vous ayez une copie de Guerre et Paix. Et moi, j'ai aussi ma copie de Guerre et Paix. Sur ordinateur, j'ai mon fichier, puis j'ai Guerre et Paix, puis vous avez Guerre et Paix. On veut s'assurer qu'on a la même copie, exactement. D'accord ? Parce que peut-être que ça a changé, il y a des versions et tout. On va s'assurer qu'on a la même copie. Alors, il y a une façon très simple de faire ça. Vous m'envoyez votre copie, je vérifie et je vous renvoie. Supposons que la communication nous fait payer 1 000 € par lettre. Ouais, non, c'est un peu gênant. Y a-t-il un moyen d'échanger 5 lettres pour être quasiment certain qu'on a la même copie si on l'a et qu'on n'a pas la même ou qu'on n'a pas la même copie, c'est-à-dire de savoir si on a la même copie ou pas à 99%. Alors c'est un peu moins surprenant, mais c'est quand même un petit peu surprenant que la réponse c'est oui, on peut le faire. D'accord ? Et alors là, pour les mathématiciens, je peux vous dire comment on peut faire. Par exemple, vous pouvez prendre la représentation de Guerre et Paix en 1 et 0 comme un grand vecteur dans un espace de dimension très très élevée. C'est des 1, un des 0. On peut faire ça sur un corps fini, enfin sur la puissance énième d'un corps fini. Et ce qu'on peut faire, c'est prendre la projection de Guerre et Paix sur une droite aléatoire dans cet espace algébrique. Et cette projection, comme c'est sur une droite, ça contient très très peu d'informations. Et on peut la répéter plusieurs fois. Donc, par exemple, pour rendre les choses plus concrètement, je vais vous demander de me demander si le nombre de 1 dans votre copie, il est pair ou impair. Et vous allez me dire ça, c'est un bit. Vous allez me dire, il est pair. Ben moi, je vais regarder si mon nombre, il est pair aussi. Ben, si le mien, il est impair, je sais qu'on n'a pas la même copie, point final. Mais s'il est pair, ça ne veut pas dire... Mais on peut recommencer. Au lieu de compter le nombre de 1 et de savoir si c'est pair ou impair, ça, c'est de faire une projection, c'est de faire un produit intérieur, inner product, je pense, scalaire, encore mieux, scalaire, sur modulo 2, d'accord ? C'est d'additionner tous les bits, 1, 0, 0, 0, modulo 2. Au lieu de les additionner et de faire le produit scalaire avec le vecteur 1, 1, 1, 1, 1, 1,
On peut prendre d'autres vecteurs que 1, 1, 1. On peut prendre par exemple des vecteurs qui sont plus ou moins aléatoires, qu'on sait générer. Et donc on va s'entendre avant sur les vecteurs qu'on va utiliser pour faire ces projections. D'accord ? Et donc là, ça permet, en échangeant extrêmement peu de bits, de savoir si nos deux copies d'un truc énorme sont absolument exactes, avec très très forte probabilité. Alors ça, c'est un tout petit fragment de la preuve du PCP. Donc je ne dis pas du tout que donc, ergo, bon, non. Mais ça, je pense, commence à donner. L'idée, ce sont les codes correcteurs. C'est d'écrire cette preuve de Riemann d'en former un code, un mot de code. Enfin, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est que les codes correcteurs. Et si vous transformez ça comme un mot dans un code, alors ce sont des codes spéciaux qui sont ce qu'on appelle localement décodables. On peut les décoder s'il y a des erreurs en regardant à un nombre très petit, fini mais très petit, d'entrée. Et donc, en fait, c'est vraiment de la théorie des codes correcteurs, plus d'autres choses. Est-ce que, là on a utilisé un petit peu le raisonnement par l'absurde, est-ce qu'on peut s'en séparer? Est-ce que ça reste valide sans le raisonnement par l'absurde? Comment? Je n'ai pas compris. La question elle est... Ah oui, pardon. Est-ce que ça reste valide sans raisonnement par l'absurde? Quoi, ça? Les preuves et la thèse de Church-Turing et tout ça. Non, mais il faut s'entendre. Il y a des transformations logiques où on peut éviter la preuve par l'absurde systématiquement. Donc, est-ce que... Ça, c'est des questions de métalogique, si vous voulez, de savoir si... ce sont des règles quand même élémentaires. Des règles de logique élémentaires, si vous me les interdisez, je ne sais pas, c'est comme si vous me disiez, vous pouvez utiliser le booléen et uniquement un nombre impair de fois. C'est bizarre. Donc, je ne vois pas en quoi la preuve par l'absurde vous gêne tellement. L'axiome du choix, ça peut gêner beaucoup. Ça gêne beaucoup de mathématiciens, mais preuve par l'absurde, non, c'est bien. Moi, j'ai toujours aimé les preuves par l'absurde. Il y a un côté un peu comique. Non, preuve par l'absurde. On arrive à l'absurde. C'est bien un mathématicien de Cambridge qui a démontré le théorème de Fermat et Kant. Le théorème de Fermat, c'est... En fait, c'était mon voisin. Il était voisin à Princeton, à Andrew Wiles. Il a prouvé ça, alors... il a prouvé en 2 étapes. D'abord, il a prouvé une fois, mais il y avait une erreur. Et il a dû passer 2-3 ans à corriger l'erreur. Et la date, je crois que c'était dans les années... ça devait être 95, 90, 95, quelque chose comme ça. J'ai un peu oublié, peut-être que vous savez mieux. La fin des années 90, quelque chose comme ça, oui. Mais il a prouvé beaucoup plus que ça, d'accord? Le théorème de Fermat, c'était un corollaire. Il a prouvé un grand théorème sur les formes modulaires qui sont... les formes elliptiques sont modulaires. La modularité des courbes elliptiques. Supposons que vous soyez Dieu. Ah. Vous construisez un système avec une infinité d'axiomes. Est-ce que vous pouvez tout démontrer? Ça, c'est une très bonne question. Enfin, une très bonne question. Je ne sais pas si c'est vraiment d'une pertinence considérable, parce que... Encore que, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il ne faut rien exclure a priori. Alors, si je suis Dieu, je suis très jeune, donc je suis un Dieu très jeune qui est encore en cours d'apprendre un peu comment on est Dieu. Ce n'est pas forcément un travail très facile, et donc, jusqu'à présent, je peux vous répondre qu'il y a infini et infini. Et par exemple, il y a des gens qui ont regardé les machines de Turing où la vitesse du train double à chaque étape. Alors si vous y pensez, si la vitesse du train double à chaque étape, on peut effectivement résoudre, par exemple, le problème de l'arrêt. D'accord? Et alors là, ça fait rentrer dans des considérations de logique
il y a des nombres, il y a les ordinaux, les cardinaux, tout ça. On peut appeler, il y a une logique transfinie où on va au-delà des infinis, enfin de l'infini ici. Et donc, et on peut diagonaliser ça. Donc on peut continuer ça. Et là, je suis trop jeune comme Dieu pour savoir vraiment les résultats de ce qui se passe. Mais je connais des gens qui travaillent là-dessus. J'essaie de dire ça sans préjuger quelconque, parce qu'il faut bien travailler sur quelque chose. Mais c'est très, très métaphysique. Très, très métaphysique. C'est ce qui est la réponse que Dieu vous dirait d'ailleurs. Vous avez dit que pendant les années 1900, il y a eu une grande révolution technologique, etc. Et j'aurais voulu savoir si... Je n'ai pas compris pourquoi vous avez dit que la révolution technologique s'était arrêtée. Parce que, je veux dire, du point de vue de l'informatique actuelle, avec les ordinateurs quantiques, etc., on est toujours sur une... Je voulais savoir si c'était encore une grande révolution dans l'informatique avec toute la naissance de l'informatique quantique. Oui, alors... merci de cette question, parce que alors, j'ai du mal à m'exprimer. J'ai surtout pas voulu dire que la technologie, l'innovation s'était arrêtée. Ça, c'est certain que, surtout dans mon domaine, en informatique, ça a connu des bonds absolument dingues. D'autant plus que quand on regarde les innovations technologiques des 30 dernières années, dans toutes les disciplines que ce soit, elles sont presque toutes liées à l'informatique, à la loi de Moore, que ce soit en biologie, en astrophysique, dans des tas de disciplines. Et donc, je ne veux surtout pas sous-estimer le fait qu'il y a effectivement des progrès sensationnels en technologie et puis aussi dans les sciences, en mathématiques. C'est une période rêvée d'or pour les mathématiques. Il y a, depuis une vingtaine d'années, tous les 3-4 ans, il y a un résultat fantastique qui est prouvé en mathématiques, d'accord ? Mais ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas uniquement des innovations scientifiques et technologiques dans les années 1900-1930, tout est rebâti. On a l'impression qu'on prend toute la connaissance, toute la rationalité qu'on a accumulée depuis 500 ans et on la met complètement à bas et on va rebâtir tout ça, systématiquement, tous les arts, toutes les sciences, tout. Là, actuellement, ça n'est absolument pas le cas. Par exemple, en biologie, il n'y a eu aucune révolution conceptuelle depuis Watson et Crick, ou peut-être depuis Monod, puisque je suis en France, je devrais dire ça. Et que on comprend la cellule à peu près comme avant. On la comprend mieux parce qu'on a des moyens techniques beaucoup plus grands. Mais conceptuellement, pensez à la mécanique quantique. Moi je dis toujours que si quelqu'un maintenant avait une innovation on l'emmènerait dans un hôpital psychiatrique. Parce qu'on pensait qu'il est complètement fou de penser le genre d'hypothèse que ces physiciens faisaient. C'est absolument effarant qu'ils aient pu la faire et que les collègues leur ont dit « c'est très intéressant, oui, le temps est relatif, pourquoi pas, la matière, les particules, tout ça pareil. » Voyons les paradoxes de EPR, de Einstein, Plotsky, Rosen, c'était paradoxes de mécanique quantique qui sont absolument... même maintenant, ils sont absolument intellectuellement sidérants. Je ne vois rien d'équivalent actuellement. Mais ce n'est pas du tout une... Mais d'un autre côté, il n'y a pas la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Donc je pense qu'à choisir, vous êtes bien mieux être lycéen à cette période, parce que si vous étiez lycéen en 1910, vous partiez sur le front. Et donc, ce n'est pas du tout un jugement de valeur sur la qualité de la vie et de la société. Mais... on se donne un système d'axiome A et une proposition P, et un autre système d'axiome B qui contient A et P. Quelle est la différence entre dire que P est indémontrable dans A et que B n'est pas contradictoire ? Je pense que la prochaine question va répondre à ça. D'accord ? Oui, là, il y a une lex. Il n'y a pas de différence.
J'ai une chance sur 2 d'avoir raison. Je la prends. J'ai du mal à suivre. Je suis trop fatigué. D'autant que je tiens à vous dire, je ne suis pas logicien. Du tout. Bien que ce soit un sujet très intéressant. Y a-t-il d'autres questions ? En attendant la prochaine question, là, on a un peu l'habitude enfin en tout cas certaines personnes, les politiques par exemple, ont tendance à opposer mathématiques et informatique. Voilà, les mathématiques, ça c'est des trucs qui servent à rien. Maintenant qu'on a des ordinateurs, on n'a plus du tout besoin de mathématiciens, etc. Et l'informatique, c'est bien concret. Voilà, là c'est les sciences de l'ingénieur, c'est bien utile, c'est clairement utile. Et puis voilà un informaticien d'une université réputée qui nous fait un exposé dans lequel il y a de la logique, de la métaphysique. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de contradiction là-dedans ? Effectivement, l'informatique est une discipline qui a des problèmes existentiels. Les mathématiques, ça existe depuis des milliers d'années. Les gens ne se posent plus trop la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est que les mathématiques ? On sait ce que c'est. L'informatique, ça change tous les 10 ans. Pourquoi ? Parce que c'est à la fois une discipline de l'ingénieur, créer des machines, créer des choses comme ça, les innovations qui sont énormes. Et puis c'est aussi une discipline qui est un sous-ensemble des mathématiques. Moi, je considère que l'informatique théorique est une discipline qui fait partie des mathématiques. Alors, c'est des mathématiques un peu différentes, mais qui s'inspire beaucoup des mathématiques classiques et qui prend beaucoup de mathématiques classiques, mais qui effectivement forge des espèces de trajectoires qui sont assez nouvelles, assez différentes des mathématiques classiques, et c'est très bien. Mais pour moi, ça reste des mathématiques. Ceci dit, le problème, il se pose qu'à l'intérieur d'une même discipline, il y a les ingénieurs et il y a les mathématiciens, et que ce mariage n'est pas forcément durable. Et que je ne me risque pas à faire des pronostics, mais c'est possible que l'informatique se transforme et se scinde en partie. Ça s'est déjà passé d'ailleurs. La conception des circuits n'est plus vraiment considérée comme une partie de l'informatique. Et il y a de nouvelles disciplines qui se créent en ce moment, notamment sur l'apprentissage automatique, qui sont très très en vue, très à la mode, qui sans doute partiront sur leur propre chemin et créeront leur propre... vont revitaliser ce qui étaient les statistiques, qui avaient plus ou moins disparu et qui maintenant reviennent très très fort. Et donc, je pense qu'on verra des réarrangements, une restructuration. C'est un peu comme une grande pièce où on va changer tous les meubles. Je pense qu'en informatique, les meubles structurels vont changer. Mais pour ce qui est des choses qui m'intéressent, moi, je suis en informatique, mais je considère que c'est vraiment... ça fait partie de la même mission que les mathématiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Là-bas. Donc, il y a quelque chose qui m'interpelle sur le test de Turing. Donc, en démontrant le problème de l'arrêt, en fait, Turing avait démontré qu'une machine de Turing ne peut pas tirer de conclusion dans le cas général sur une autre machine de Turing. Donc, avec le test de Turing, est-ce que Turing pensait que le cerveau humain est plus puissant qu'une machine de Turing, intrinsèquement plus puissant? Alors ça, c'est une question... il y a une très belle biographie de Turing de Andrew Hodges. Il y a plusieurs biographies excellentes, dont en français,
par des Français que je recommande. Mais il y en a une qui est vraiment monumentale par un mathématicien anglais. Et il parle de ça. Et lui dit qu'il pensait, c'est un peu des conjectures, parce que personne vraiment, il n'y a pas de témoignage direct de Turing qui dit, donc on se trompe peut-être, mais il pensait que Turing, effectivement, pensait que son test réussirait. C'est-à-dire qu'il y aurait des tas de domaines où on ne pourrait pas faire la différence entre une machine et un être humain. Mais je crois qu'il y a beaucoup de scepticisme à cet égard, notamment moi, je suis très très sceptique. Alors, il y a des domaines, évidemment, où les ordinateurs sont bien supérieurs aux êtres humains. Les échecs, par exemple. Vous pouvez acheter des petits jeux d'échecs électroniques qui sont meilleurs que Magnus Carlsen, le champion du monde. Donc, et c'est certain, ce genre de choses, ce genre de raisonnement mécanique, logique, se prête très très bien. Mais un des problèmes de l'intelligence artificielle, c'est une discipline de l'intelligence artificielle qui se rebaptise, qui a aussi de grandes crises quasi permanentes. Tous les 10 ans, elle a une grande crise, elle se rebaptise quelque chose d'autre, elle change. Au début, dans les années 60, l'intelligence artificielle était très influencée par les travaux de Chomsky, qui regardait un petit peu tout comme une grammaire et tout comme un langage. Et donc l'idée, c'était de simuler le langage humain en faisant comprendre aux ordinateurs la notion de grammaire universelle, de sémantique et de choses comme ça. Donc c'était un mode mécaniste assez déterministe qui s'est avoué plus ou moins être un échec. Maintenant, il y a une tendance inverse qui, à mon avis, est extrême dans l'autre sens, qui est de regarder que une approche statistique est beaucoup plus probante. Alors, dans certains cas, c'est vrai. Par exemple, si vous regardez les algorithmes de traduction, vous écrivez quelque chose en français, et si vous le mettez dans Google Traduction et vous le traduisez en anglais ou vice-versa, et ce que vous trouvez, c'est la chose suivante, que ça marche assez bien si le seul but que vous avez, c'est de pouvoir lire un texte que vous ne comprenez pas. Alors, il y a un texte en anglais ou en allemand, vous ne comprenez pas ce qu'il raconte, vous le mettez et vous aurez une espèce de charabia, mais qui est compréhensible. Ça vous donnera une idée. Si c'est sur un match de foot, vous saurez qui a gagné, qui a perdu, vous saurez quel joueur a marqué, bon, vous saurez un peu ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas terrible. Alors, 2 observations. Une, c'est que ces techniques-là sont résolument anti-Chomsky, elles sont entièrement statistiques. L'idée, grosso modo, c'est de dire, on va regarder dans un corps énorme de textes toutes les traductions qui ont été faites, on va bien trouver des extraits de ce que c'est. Un peu quand vous cherchez dans le dictionnaire français-latin tous les mots dans l'espoir de trouver la traduction entière de la phrase que vous avez. Ça c'est un peu l'algorithme de Google. Alors ça marche bien mieux, bien mieux que les approches grammaticales, syntactiques qui ont été faites avant. Mais le problème, c'est le suivant, c'est que il semble qu'il n'y a plus de progrès. Il semble que les machines de traduction, il y a 10 ans, et aujourd'hui, sont à peu près identiques. Donc, ces techniques-là, c'est évident, elles ont heurté un mur. Et donc, si on veut progresser, il va falloir sans doute retourner voir ce que dit M. Chomsky et d'autres. Et donc, il y a de gros enjeux. Et le problème, c'est que le langage humain est une chose extrêmement difficile et qui ne se prête pas nécessairement complètement aux mathématiques. Donc moi, je crois que les mathématiques sont très puissantes dans ce qu'elles font. Elles le font très bien. Mais les mathématiques ne couvrent qu'un pan de la connaissance. Il y a des tas d'autres choses qui lui échappent. Donc je ne crois pas trop. Mais ça, c'est mon avis personnel. Les gens sont pas... Et en ce qui concerne le quantique, je ne sais plus qui a mentionné ça.
Pour l'instant, la révolution du calcul quantique, elle a été en physique, elle n'a pas été en informatique. C'est-à-dire que c'est vraiment les physiciens qui font du quantique, qui pour eux, ça a été une aubaine miraculeuse. Leur financement a doublé. Parce que les enjeux, je rappelle quand même, c'est que tout le commerce électronique est à la merci d'un ordinateur quantique. Si on peut créer un ordinateur quantique qui est assez grand, alors on en est très très loin. Il faut un ordinateur quantique avec à peu près 1 million de bits, de qubits. Là, on en est à une dizaine au plus, donc il y a quand même de la marge. Et donc les enjeux sont grands et ça a permis donc de renouveler, disons, de redonner vie à toute une activité qui a été qui est très intéressante et qui continue. Du côté informatique, il y a un grand... C'est passionnant intellectuellement, moi j'aime beaucoup le calcul quantique, et les algorithmes sont très jolis, mais il y a 2 ou 3 algorithmes en quantique, c'est tout. Hein, et il y a de plus en plus de doutes qu'on puisse, en fait... Dans l'informatique théorique, il y a une grande classification de tous les problèmes, ou de tous les langages, si vous voulez, par leur complexité. On définit ça de façon formelle, la complexité, les problèmes qui sont très difficiles, qui sont moins difficiles, et tout ça, et tout ça. L'espoir, ça aurait été que le quantique change cette classification. Et de plus en plus, les gens pensent que la réponse est non. Le quantique ne changera pas la classification. Les problèmes qui sont durs en classique le resteront durs en quantique. La raison pour laquelle, par exemple, la factorisation des entiers est facile en quantique et difficile, semble difficile en classique, est sans doute un accident. D'ailleurs, moi, j'ai un bon ami, Peter Sarnak, qui est un théoricien des nombres, qui, lui, ne croit pas, d'ailleurs, que ce soit difficile en classique. Lui croit qu'un jour, on trouvera un algorithme classique pour factoriser les entiers. Bon, peut-être qu'il a tort, je ne sais pas. Mais ce qui dit qu'il y a certains problèmes qui sont tellement structurés que le quantique se porte extrêmement bien à ça. Grosso modo, si vous avez des produits de tenseurs, des constructions comme ça, structurées, peut-être que le quantique peut faire quelque chose. Mais les problèmes NP complets, ils sont expressivement tellement plus généraux que... il y a peu d'espoir. Ceci dit, souvent... on se trompe énormément. Et ça serait fascinant si c'était le cas. Dernière question. Bonjour. Est-ce que l'informatique aujourd'hui peut être considérée comme une science à part entière, comme la biologie, les sciences physiques et les mathématiques c'est personnel, ça. C'est un peu... Vous considérez-vous comme un être humain à part entière? Ah, c'est difficile. Non, je plaisante. Non, parce que si je dis oui, la réponse est trop facile. Ben oui, évidemment, c'est une difficile à tout entière. Bon. Mais il faut quand même une argumentation. Donc, quand même, plutôt, j'ai parlé justement du fait que ma discipline connaît toujours des problèmes existentiels, de restructuration, de savoir, mais qu'est-ce que c'est vraiment? Il y a des choses qu'on jette, il y a des choses qu'on ramène dedans. Alors, donc ça, ayant fait preuve de tellement d'humilité, que j'ai un capital d'arrogance maintenant que je peux utiliser. Et je vais le faire maintenant, qui est le suivant. Que la notion moderne de complexité d'algorithme et de conceptualisation algorithmique des choses est une des rares, sinon la seule, innovation fondamentalement, conceptuellement profonde des 50 dernières années. Et alors, il faut interpréter ce que je dis, parce que ça peut être mal vécu, ça. Je ne dis pas que c'est plus... je dis simplement que c'est différent. Que c'est différent. Ça a un parfum différent. D'accord? Quand vous faites... Je ne vais pas nommer des disciplines, mais il y a des tas de disciplines extrêmement vibrantes et tout ça, où des gens extrêmement intelligents se pensent sur des problèmes. La problématique et les outils sont toujours les mêmes depuis assez longtemps. La question, c'est de savoir comment on les imbrique. On les met comme ça, on les met comme ça, c'est un plus... Mais les éléments sont les mêmes. D'accord? En informatique, il y a véritablement
une façon de penser qui est différente. Par exemple, le PCP. C'est pas le PCP. D'ailleurs, je tiens à le dire, c'est pas simplement une astuce. Le PCP s'applique à tout théorème en mathématiques. Tout théorème en mathématiques admet une preuve de PCP. Donc, ce n'est pas uniquement quelques exceptions et tout. Donc, c'est quelque chose de conceptuellement, à mon avis, complètement déroutant. Ce n'est pas autant déroutant que la mécanique quantique, qui reste, à mon avis, le sommet du déroutant, mais c'est plus déroutant que la relativité spéciale, par exemple. Je pense, bien plus d'ailleurs. Et donc, en biologie, je ne vois rien de déroutant. Alors ça, c'est peut-être... Moi, je fais beaucoup de biologie en ce moment, donc c'est un sujet que j'adore énormément. Je travaille avec des physiciens et des biologistes. Mais en biologie, il n'y a rien de conceptuellement différent maintenant qu'il y avait il y a 30-40 ans. Il y a des tas de données différentes, il y a des tas de choses différentes, il y a même des disciplines nouvelles. Mais la mécanique est toujours plus ou moins la même, des réactions chimiques, on essaie de comprendre. Il n'y a pas eu de transition de phase vers une méthodologie qui est nouvelle. D'ailleurs, c'est ce qui manque, terriblement. Il n'y a pas de théorie véritable en biologie. Ça, et peut-être que ça va arriver, ça. Quand ça arrivera, alors je dirais que la biologie peut-être est comme l'informatique. Mais l'informatique, c'est une des rares disciplines, sinon la seule, qui ces dernières années a contribué des choses qui sont intellectuellement, résolument nouveaux. Voilà. Et je serais ravi de débattre ceci avec quiconque. On va s'arrêter là. Donc, je voudrais faire deux annonces. D'abord, la prochaine conférence est la dernière du cycle de cette année, le 30 avril. C'est Gérard Benarous, également un Français qui travaille aux États-Unis, à New York, qui parlera de Paul Lévy et les signes noirs. Ce sera certainement tout à fait intéressant. Deuxième annonce, ce samedi, dans le cadre de la Semaine des mathématiques, il y aura toute une après-midi et une soirée consacrée aux mathématiques ici même à la BNF, avec en soirée la projection du film, et c'est une bonne manière de conclure, Comment j'ai détesté les mathématiques. Et maintenant, remercions une nouvelle fois le conférencier.